Bonjour. Chers amis, bonjour. Je pense à ceux qui commenteront cette manifestation en se disant « Oh, les opposants à la chasse à Paris, ils étaient quelques centaines ». Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes venus avec vos propres moyens. Et je connais des gens qui sont venus de province, de loin, à leurs frais. Alors que les lobbies qui putréfient l'État, qui altèrent la démocratie, eux, bénéficient d'argent public, d'argent détourné des caisses de l'État pour financer des cars, pour affréter des trains et amener des centaines et des centaines de militants de toute la France, ce que nous aurions pu faire si nous en y avions eu les moyens financiers. Ceci pour répondre à nos détracteurs dont nous connaissons la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, je voudrais commencer par une bonne nouvelle, parce qu'il y en a au moins une. Écoutez bien, il meurt plus de chasseurs qu'il en naît, et il naît plus d'opposants à la chasse qu'il en meurt. Donc, avec cela, l'avenir pourrait être serein. C'est la première bonne nouvelle. Malheureusement, une nouvelle moins bonne nous attend aussi. C'est que s'il y a une conscientisation de l'opinion publique par rapport à la mort de la biodiversité et par rapport à ce qu'est l'animal, une course catastrophique s'est engagée entre d'un côté la destruction de la planète, la disparition des espèces, l'appauvrissement du vivant et cette prise de conscience. Cette prise de conscience existe, certes, mais elle est malheureusement insuffisante actuellement pour sauver la vie. La vie sur Terre, et je le dis avec gravité, la vie sur Terre est en danger. La vie des espèces, puisque nous occasionnons la 6e grande disparition de l'histoire de la planète, et à la différence des autres, cette disparition-là risque de ne pas laisser la porte ouverte à d'autres évolutions, donc à l'apparition de nouvelles espèces. Et par-delà la disparition des espèces, c'est la destinée de l'humanité elle-même qui est compromise par l'altération que nous faisons subir à la Terre. Donc il y a de quoi de ce côté-là être inquiet. Il y a de quoi être inquiet quand on mesure l'indigence de ceux qui nous gouvernent, ici et ailleurs, mais peut-être encore plus ici que partout ailleurs. Quand vous avez des ministres de l'environnement qui pensent que les petits-enfants ont peur des loups et qui donnent des autorisations de battues administratives pour faire peur aux loups dans des parcs nationaux, comme ça a failli être fait l'an passé dans le parc des Écrins, il y a de quoi être inquiet. Ils ont peut-être de la bravitude, mais ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Et quand je pense que l'un d'entre eux avait dit « la politique rend intelligent », j'ai de quoi être inquiet pour ces gens-là. Donc, la chasse tient toujours l'État. Elle le faisait hier, elle le fait aujourd'hui. Et vous voyez le chef de l'État, en personne, qui n'a rien de mieux à faire que de recevoir une délégation de la Fédération nationale des chasseurs. Voilà qui est important, n'est-ce pas? Ça mérite que l'on distrait le chef de l'État de son temps que l'on voudrait précieux pour recevoir un président de Fédération nationale de chasseurs en lui faisant évidemment une génuflexion et en lui disant que l'État est à sa disposition. Ça me rappelle ce qu'a dit un humoriste. La Ve République est née d'un chêne, le chêne est tombé, il nous reste des glands. Pourquoi le président de la République, ses ministres, les parlementaires, éprouvent-ils cette soumission au lobby de la chasse? Je l'ai déjà expliqué. La chasse devient minoritaire dans ce pays. Lorsque j'ai commencé mon combat aux côtés du professeur Théodore Monod, il y a une trentaine d'années, ou même un peu plus déjà, hélas, ils étaient 2 400 000. Ils sont aujourd'hui pas plus d'1 million. Ah, ils vont dire 1 500 000 évidemment pour se donner de l'importance. Leur nombre d'ailleurs n'est plus connu. Ils le cachent soigneusement. Mais nous savons le nombre des permis de chasser délivrés. Il y en a à peu près 1 220 000 qui sont délivrés chaque année.
1 220 000 permis, ça veut dire à peu près 1 million de chasseurs, puisqu'un certain nombre de chasseurs sont titulaires d'un permis national et d'un permis départemental. Donc il y a moins de chasseurs qu'il n'y a de permis validés. Ça veut dire qu'ils sont à peu près 1 million. 1 million, c'est beaucoup trop, c'est vrai, mais ça diminue, comme je vous le disais, d'année en année. Et surtout, il y a dans le pays des aspirations nouvelles à la protection de la nature et au changement de rapport à l'animal. Seulement, ces changements, ces aspirations nouvelles ne sont pas écoutées par les élus. Pourquoi ? Parce que la chasse s'organise en un puissant lobby totalement artificiellement constitué. Vous avez une fédération nationale des chasseurs, une fédération dans chaque département, avec adhésion et cotisation obligatoires, et souvent dans les petites communes rurales, une société de chasse. Ça veut dire que la société française est irriguée par le lobby cynégétique. Il est présent partout, il est organisé de manière pyramidale, de manière très corporatiste, et doté de moyens financiers colossaux. Ce lobby tient l'État, paye des petits Goebbels pour faire de la propagande que les journaux régionaux reprennent complaisamment. Vous lirez ces jours-ci que c'est l'ouverture de la chasse, que le père Mathurin a été traqué le sanglier, et que c'est bien utile parce que sinon il y aurait trop de sangliers qui font des dégâts, il y en a même qui rentrent dans les villes. Voilà ce que vous lirez dans la presse débile, la presse régionale notamment, qui sans aucun esprit critique, sans aucun recul, reprend ces billevesées, ces mensonges. Or, la chasse pose d'immenses problèmes. Ce n'est pas un facteur parmi d'autres de la disparition de la faune, c'est le facteur premier. Si des espèces ont disparu, comme l'ours, le loup, le lynx, les grands rapaces, nous le devons d'abord à la chasse. C'est la chasse qui a anéanti l'ours pyrénéen, et je vous dirais qu'il y a 10 ans, le 1er novembre, la dernière ours femelle des Pyrénées était tuée par un chasseur, c'était Canel, c'était le 1er novembre 2004, il y a maintenant déjà 10 ans. Et ces gens-là, dans les Pyrénées, tout en ayant détourné des sommes colossales du budget public pour protéger l'ours, se sont arrangés pour que l'ours ne revienne pas et disparaisse définitivement des Pyrénées. Ils s'opposent à toute mesure de réintroduction et à toute mesure de protection, comme ils combattent actuellement la présence des grands prédateurs dans nos campagnes. Je pense donc que le lobby de la chasse, c'est le lobby nuisible par excellence. Quand ils parlent de nuisibles, les nuisibles, c'est eux. Mais qu'avons-nous besoin de chasseurs, puisque nous pouvons avoir, pour réguler la faune d'une manière beaucoup plus intelligente et écologique, des prédateurs. Alors, la chasse, actuellement, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est plus qu'un loisir, c'est une distraction. Et ça fait partie des agressions contre l'animal qui nous paraissent intolérables, parce que justement, c'est l'association immonde du plaisir d'un homme et de la souffrance d'un être vivant. L'homme, vous savez, maltraite les animaux dans bien des circonstances. On vous a parlé de l'élevage concentrationnaire, vous connaissez la vivisection, les transports sur de longues distances, les abattages, rituels ou non rituels, l'horreur des abattoirs, etc., etc. Mais dans toutes ces activités, l'homme a un prétexte, un alibi. Il veut gagner de l'argent, il veut faire avancer ses connaissances, dit-il. À la chasse, il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucun alibi. À la chasse, on tue pour s'amuser, on tue pour se distraire. Et je rapprocherai de la chasse d'un autre phénomène qui est la tauromachie, effectivement. Parce que là aussi, dans la tauromachie, il n'y a rien. Il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucune nécessité économique. Il n'y a que la jouissance malsaine de foules qui s'amusent à voir torturer pendant 20 minutes un animal jusqu'à ce qu'il agonise et jusqu'à ce qu'il meure dans des souffrances atroces. Donc, chasse et corrida, la mort loisir et la mort spectacle s'associent pour moi dans cette barbarie qui peuple encore nos sociétés, qui traverse nos sociétés et qui me paraît bien inquiétante. J'allais dire, cette façon de traiter les animaux est radicalement contraire à ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons qu'il y a une unité profonde du vivant. La science nous l'a appris, la paléontologie, la génétique, les analyses cellulaires. Nous savons qu'entre nous et les animaux, il y a cette parenté, il y a cette évolution. Non pas
qu'il faut tout ramener et faire de l'anthropomorphisme. Chaque espèce a son propre. J'entends des fois les gens qui me disent « Mais alors vous niez le propre de l'homme ». Non, il y a un propre de l'homme comme il y a un propre de la chouette effraie, comme il y a un propre du loup, comme il y a un propre du chat. Chaque espèce a ses spécificités. C'est vrai que notre espèce se distingue par le fait que par nos techniques et par notre science, nous avons pu faire des choses extraordinaires et parfois merveilleuses. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont poser un satellite sur une comète. Bon, c'est le propre de l'homme. Très bien. Mais cette intelligence, ces capacités cognitives qui sont les nôtres, mettons-les au service du vivant, mettons-les au service du bien, mettons-les au service du respect d'autrui, que ce soit les humains ou que ce soit les hommes, parce que pour nous, à la Convention Vie et Nature, le combat est global. C'est l'arbre, l'animal et l'homme. C'est les trois choses réunies, c'est la défense du vivant, ce que nous appelons le biocentrisme. Donc, le biocentrisme, c'est ce combat philosophique extraordinaire auquel je vous convie. C'est le grand défi de notre temps. Est-ce que l'homme va être capable maintenant de maîtriser sa propre maîtrise sur le monde? Est-ce qu'il va être capable de tisser avec le vivant un lien nouveau, un lien qui ne soit pas celui de la destruction, de la domination, du mépris, mais un lien du respect, respect de la souffrance, respect de tout être qui est face à lui. Et ça, c'est une vérité, vous voyez, que je voudrais transcender, même au niveau moral et politique. Il y a encore, de par le monde, des peuples